Ok. Alors, Auxence Robert est étudiant à l'Université de Strasbourg en master cinéma et audiovisuel. Il est également assistant de recherche auprès du groupe culture visuelle de cette université. Son projet de mémoire porte sur la porosité entre les arts audiovisuels à travers le prisme du joueur-spectateur et la philosophie de Leibniz. Il est effectué sous la direction de Raphaël. Zelensky. Oui, pardon. Désolé. Maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Ses communications ont exploré des thématiques liées à son projet de recherche, tels que Paperclips de Lucas Casco, en 2013, les effets de l'identification permanente permise par les papiers d'identité, dans le cadre de la journée d'études, opérations graphiques, sociales et matérielles des documents à l'Université de Strasbourg. Que reste-t-il du cinéma dans Cyberpunk 2077? Doki littérature de Dan Salvato 2017. L'expérience esthétique des temporalités bibliologiques, ainsi que sur Inside 2021 de Bob Lerman, le pastiche contre l'uniformisation des médias contemporains, dans le cadre du colloque international Enthousiasme, théorie critique pour une métamorphose des images et techniques à l'Université de Strasbourg. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier tous les organisateurs de cet événement. Et aujourd'hui, ma présentation portera sur Cyberpunk 2077, le jeu paru en 2020 de CD Projekt Red de Gabriel Amantangelo et Adam Badowski, et également sur son DLC sorti en 2023, Phantom Liberty. Et nous cherchons à comprendre si ce jeu vidéo est anticapitaliste et ou anticorporatiste. Le jeu Cyberpunk 2077 suit l'histoire de V, un mercenaire qui, au bout, donc l'histoire est divisée en 3 actes, et dans le premier acte, on vit la vie de V en tant que mercenaire. Ce qui amène le passage au deuxième acte, c'est le fait qu'il y a une puce dans son cerveau dans laquelle il y a la personnalité de Johnny Silverhand, un terroriste anti-corruption gouvernementale et anticorporatiste qui, du coup, la met à mal et la condamne à mort. Et l'acte 3 est l'une des fins que choisit le joueur. C'est un jeu en monde ouvert qui reprend également les codes de Steve Sim. Je souhaiterais, pour avant de parler un peu de la problématique, partir de cette citation de Murphy et Vint dans leur introduction de leur livre Beyond Cyberpunk New Critical Perspective. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles le cyberpunk semble à la fois si désuet et paradoxalement si pertinent est peut-être que les hypothèses idéologiques du néolibéralisme sont devenues aussi omniprésentes que les technologies de l'information. Donc, c'est pourquoi je souhaiterais me demander si ce jeu cyberpunk est anticapitaliste, en tout cas contre la doctrine néolibérale, voire anti-corporatiste. Et pour ça, nous nous intéresserons tout d'abord à V et à Night City, la ville dans laquelle se déroule le jeu. Ensuite, nous essaierons de comprendre ce que sont les mégacorporations dans Cyberpunk 2077 et leurs relations aux corps intermédiaires. Et enfin, nous intéresserons à la dualité de vie et diverses thématiques liées au capitalisme. Donc voilà, c'était l'introduction. V est un mercenaire capitaliste et un héros classique de jeu en monde ouvert qui cherche à devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure des différentes quêtes remplies par le joueur qui lui permettent de s'enrichir et de l'acheter du meilleur équipement afin de continuer dans des quêtes à des niveaux de difficulté plus élevés. V est également une individualiste. Il peut choisir 3 voies, le joueur peut choisir 3 voies pour V dans le jeu, 3 passés, soit corpo, donc issu de qui travaille pour une corporation, nomade ou gosse des rues, street kid. Quand il choisit la voie corpo, ce qui l'amène au début du jeu commun aux 3 voies, c'est le fait d'être rejeté par la méga corporation Arasaka. Quand il est nomade, c'est un ancien membre des Bakers, une tribu nomade qui n'existe plus. Et quand il est gosse des rues, il n'a jamais eu aucune affiliation à des gangs, comme l'a été Jackie avec les Valentinos Daywood. Donc là, c'est le logo des Valentinos. Et ici, du coup, c'est Jackie Wells, le partenaire de V dans le premier acte du jeu.
Et en fait, V est un mercenaire et comme les fixeurs, ceux qui leur confient le contrat, sont obligés d'être individualistes car en fait ils sont des intermédiaires et répondent à des intérêts différents au fur et à mesure des contrats qu'ils acceptent ou non. Le jeu se déroule dans la ville de Night City qui peut être caractérisée comme une métropole de la surconsommation et d'après Yannick Rampala, le cyberpunk installe la marchandisation de l'espace urbain comme une évidence. Les sollicitations commerciales paraissent omniprésentes dans ces environnements. Le monde du futur est et demeure un monde de marques. Et en explorant Night City, le joueur peut découvrir cette métropole de la surconsommation où la publicité est partout, est omniprésente. Ce qui est également intéressant, c'est que le premier acte du jeu se passe entièrement dans le quartier de Watson, parce que le jeu est un jeu en monde ouvert, un jeu en monde ouvert à ouverture progressive, et on pourrait s'attendre à que la structure de Watson ressemble à peu près à celle-ci, c'est-à-dire une structure classique d'open world en archipel, donc avec plusieurs îles de plus ou moins grand intérêt parmi lesquelles le joueur peut circuler. Cependant, on peut voir, dans la carte du jeu qu'il y a une très forte concentration, dans certains endroits de différents, soit des missions, soit des éléments, pratiques pour le joueur et d'autres espaces, vont, au contraire, être, pratiquement déserts alors qu'ils se trouvent dans un même quartier. Donc, ici, ça, c'est l'image des ressources pratiques pour le joueur et ici, c'est les différentes missions auxquelles il peut accéder. Night City est une ville qui a été, dans l'univers du jeu, fondée par Richard Knight, qui voulait créer une ville qui échappe aux intérêts nationaux et donc qui est dirigée par une mairie dont le conseil est composé des grandes corporations de la ville. Ce qui est également intéressant dans le quartier de Watson, c'est que, à l'ouest de celui-ci, vous avez une zone où il y a, quasi aucune quête et en fait, c'est le la zone du waterfront d'Arasaka et en fait, vous pouvez même voir sur la carte à côté, qui est une vue du ciel de la carte de Cyberpunk 2077, le fait que le nom de l'entreprise est écrit afin d'être vu, depuis, le ciel. De On peut aussi avoir l'impression que Cyberpunk est l'anti, monde ouvert car, d'abord il cherche à présenter un monde très concentré et donc qui refuse un peu la logique, d'archipel, classique, du monde ouvert. Mais également, avec, l'aspect, brutaliste, des constructions, le joueur est souvent empêché dans, sa progression à travers le jeu et il y a de nombreux bâtiments qui viennent le dominer, comme si, la ville, écrasait le personnage, joueur. On pourrait se demander si Night City est un hyperobjet en reprenant la notion de Morton. Donc un hyperobjet se distingue par sa grande diffusion dans le temps et l'espace, qui est telle qu'on ne peut plus en identifier les contours et les limites. En fait, ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est le fait que un jeu en monde ouvert, et Cyberpunk 2077 en est un espace de lecture immersif aux multiples dimensions. Donc il peut représenter en fait un objet qui n'est pas saisissable par le joueur, mais qui peut, permettre de représenter, un système, par exemple. Cependant, Frédéric Jameson, dans Fiction géopolitique, cinéma capitaliste et postmodernité, explique que, dans le cyberpunk, enfin explique que le référent, le système monde est d'une complexité si grande qu'il ne saurait être cartographié et modélisé indirectement, par l'entremise d'un objet plus simple qui lui tient lieu d'interprétant allégorique. Donc cela signifie que bien que la ville de Night City et ses alentours forment bien un hyper-objet que le joueur ne peut saisir simplement, c'est également une forme de boîte de pétri, donc aux joueurs de faire une expérience dans un système, dans un lieu donné. Donc, en fait, le système en question est un système néolibéral parce que, dès la première mission commune à tous les joueurs dans le jeu, cela est souligné. En effet, que le joueur ait choisi que V soit corpo, nomade ou gosse des rues, cela ne change rien. Sa première mission sera de sauver Sandra Dorset,
dont la puce a été déconnectée par le gang qui l'a capturée. Et en fait, quand le personnage joueur réactive la puce de Sandra Dorset, elle révèle que elle a une adhésion au programme Platinum de la Trauma Team, l'une des méga corporations de Cyberpunk 2077, qui va du coup faire venir des soldats et des médecins pour la secourir tout de suite. Et donc il y a l'État-providence n'existe plus dans l'univers de Cyberpunk 2077, et donc de nombreux services tels que les services de soins dépendent des entreprises qui facturent du coup leurs clients. Ce qui m'intéresse également, c'est que le fait que l'un des penseurs le plus important du néolibéralisme, c'est Friedrich Hayek, qui, dans La route de la servitude, explique que toute intervention de l'État est contraire aux libertés individuelles. Et en fait, il s'oppose à travers cela à la démocratie libérale. En fait, la démocratie libérale, c'est un concept où on peut avoir une présence de capitalisme dans la société, à condition que l'État assure une certaine redistribution, empêche la création de trop organisations économiques qui pourraient outrepasser son influence, et que certains secteurs soient protégés des logiques de concurrence du marché. Donc par exemple, le système social. À présent, nous allons nous intéresser plus précisément aux méga corporations dans Cyberpunk 2077. Donc, à travers le jeu, le joueur va pouvoir faire la découverte de nombreuses méga corporations, et donc ici, je vous en ai mis quelques-unes, et dont les principales de l'histoire sont Arasaka et Militech. Ces corporations fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut nous faire penser au livre de Jonathan Crary, 24/7 Late Capitalism and the End of Sleep. En fait, c'est un livre qui explique comment le capitalisme tardif est à la conquête du sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage joueur dans le jeu dort extrêmement peu. Et donc, par conséquent, le joueur peut avoir l'impression, avec ces défilés le fait que le jour défile, d'être une forme de somnambule qui erre dans cette ville qui ne s'arrête jamais et qui ne dort jamais. Un peu comme une New York du futur où les entreprises fonctionnent 24 heures sur 24. Afin d'essayer de mieux comprendre ce que sont les mégacorporations dans Cyberpunk 2077, j'ai essayé de retisser tout d'abord ce qu'étaient les corporations d'un point de vue historique. Et donc pour cela, je suis parti des travaux de Simone Cerruti et Fanny Causandet, afin de donner une première définition du corporatisme au XVIIIe siècle, enfin à l'époque moderne. Et donc le corporatisme répudie à la fois l'individualisme et le collectivisme, est fondé sur l'organisation des professions en organismes permanents et institutionnels. Chaque corporation est une structure d'auto-organisation d'une profession qui possède son propre règlement afin de promouvoir ses intérêts. Dans Cyberpunk 2077, les mégacorporations ne sont pas réunies par profession, mais par des secteurs d'activité proches, où parfois ils ont la concurrence d'une ou deux autres mégacorporations, mais ils sont dominants sur un marché national comme les États-Unis ou le Japon ou l'Europe. Hem, Ce qui est intéressant dans les corporations, c'est que, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, comme l'explique Steve Kaplan, elles ont fait l'objet de plus en plus de critiques, notamment de la part des libéraux. Et c'est pourquoi en 1776 en France, Turgot a essayé de promulguer un édit qui supprimait les corporations, mais face à des soulèvements populaires, il a dû revenir en arrière. Et en fait, cette suppression des corporations aura lieu en mars 1791, donc durant la Révolution française, avec ce qu'on appelle le décret d'Allard. Et le décret d'Allard, il supprime les corporations en instaurant la liberté d'entreprendre et la libre concurrence, qui sont deux principes clés du capitalisme. De plus, une autre loi qui me paraît intéressante dans cette compréhension des mégacorporations, c'est le Sherman Antitrust Act de 1890, qui instaure le droit à la concurrence moderne. C'est-à-dire qu'en fait, il définit que pour garantir
la liberté d'entreprendre et la libre concurrence, il ne faut pas que des monopoles se forment sur certains marchés ou que certaines entreprises deviennent trop puissantes. Et donc, il est nécessaire de les réguler afin de permettre la bonne marche du capitalisme. De plus, le jeu fait référence directement à des zaibatsu. En fait, les zaibatsu sont des entreprises japonaises qui se sont développées dans la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle au Japon. Et donc, d'après Yannick Rumpala, s'il y a un pouvoir dans les sociétés du cyberpunk, il est clairement économique et il s'avère en outre fortement concentré. Des méga-firmes, notamment dans des domaines de haute technologie, exercent une domination étendue qui leur donne même l'apparence d'entités impitoyables et inquiétantes. Dans les textes de William Gibson, qui est en fait le père du cyberpunk, si on veut, c'est le pouvoir des conglomérats qui l'écrit en reprenant le terme japonais zaibatsu, plutôt utilisé avant la Seconde Guerre mondiale, mais ainsi remis au goût du jour. Donc un livre très fameux qui du coup cherche à illustrer les rapports hiérarchiques féodaux pris au sein d'une entreprise capitaliste et notamment l'ouvrage Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont voulu éviter le, l'influence des Zaibatsu au Japon, et c'est pourquoi ils ont mis en place des lois anti-monopole, mais qui ont été assouplies entre 1949 et 1953 du fait de la guerre froide que le Japon devenait un, un, un atout de choix pour les Américains. Et dans l'univers de Cyberpunk 2077, Arasaka est une Zaibatsu qui se crée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les mégacorporations permettent également d'interroger une autre notion qui est celle des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires sont ces organisations sociales ou politiques plus ou moins institutionnalisées entre un État et sa population. L'un des chercheurs les plus célèbres sur le sujet est Pierre Rosanvallon. Et en fait, ces corps intermédiaires, en juin 1791, ont été complètement interdits en France par la loi Le Chapelier. Cependant, dès 1802, Napoléon Bonaparte rétablit les chambres de commerce. Donc c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte, qui se faisait normalement protecteur des acquis de la Révolution française, recrée des corps intermédiaires économiques seulement un peu une dizaine d'années après la loi Le Chapelier. Là où pour les syndicats, donc c'est-à-dire les corps intermédiaires qui viennent défendre les intérêts des travailleurs, des ouvriers, ils ne sont autorisés que en 1884 avec la loi Waldeneck-Rousseau. Et ce qui est important dans les corps intermédiaires, c'est que la critique qui leur a été faite, c'était le fait qu'ils se posaient entre l'individu et l'État. Mais les mégacorporations dans Cyberpunk 2077 sont l'État, parce qu'en fait, c'est elles qui font la loi. Et je vais en prendre pour exemple un bulletin d'information télévisé, donc je vais passer un exemple. Today, we have several important public service announcements. In Arroyo, a Emirates group dubbing itself a trade union has been eradicated. These self-proclaimed representatives of Night City's working class attempted to organize a strike, which could have led to financial losses in the millions. Remember, if you come across these so-called union representatives, immediately contact the NCPD or the appropriate corporate security forces. Voilà, c'était ça l'extrait. Merci beaucoup. Donc cet extrait de journal télévisé montre tout d'abord une forme d'imageité médiatique qui transforme le réel en film continu, mais également l'une des particularités du capitalisme tardif défini par Jameson, qui est en fait la destruction de toutes les entités contre-culturelles par la néolibéralisation du travail et la dictature des médias. Parce qu'en fait, dans Cyberpunk 2077, il n'y a que deux chaînes d'information qui appartiennent à deux mégacorporations, et comme on peut le voir ici, il qualifie une tentative de création d'un syndicat ouvrier de groupe terroriste qui peut être réprimé par la police, mais également par les services d'ordre des mégacorporations. Donc les mégacorporations
possèdent certaines des fonctions régaliennes, comme celle de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. Donc les mégacorporations ne peuvent être considérées complètement comme des corps intermédiaires, car elles sont l'État en fait dans cet univers. Mais il y a quand même la présence de corps intermédiaires, mais c'est des corps intermédiaires criminels. Donc c'est notamment les gangs qu'on peut rencontrer à travers l'histoire du jeu. Donc ici, il y en a 5 d'entre eux qui défendent leurs propres intérêts et de ceux qui y adhèrent. Cependant, il y a 2 gangs dans l'histoire du jeu qui sont directement issus d'une méga corporation. Les Tigers Claws sont créés par Arasaka et Barghest, c'est en fait une branche de l'armée des NUSA qui s'est retrouvée abandonnée à Night City, mais les NUSA sont un État qui fusionne avec Militech, la méga corporation Militech. Donc on a même des corps intermédiaires criminels qui sont produits par des méga corporations. Donc voilà. Et le dernier gang qui m'intéresse, c'est celui des Mox, qui est en fait un gang d'autodéfense qui, dans l'histoire du jeu, a été créé après la mort d'une prostituée. Et donc, il y a eu une sorte de révolution des prostituées qui ont créé leur propre corps intermédiaire de défense afin de pouvoir définir leurs conditions de travail. Cependant, dans le jeu, dans la quête Pieces, on peut chercher à aider les travailleurs du sexe du Clouds à se libérer de l'influence des Tigers Claws. Mais en fait, si on confie le pouvoir à Meiko, les travailleurs du sexe n'auront pas leur indépendance. Et si on donne l'indépendance aux travailleurs du sexe du Clouds, ils vont se faire assassiner et certains d'entre eux vont devoir partir en fuite. Donc on voit bien qu'il y a une répression très forte des corps intermédiaires qui ne répondent pas aux logiques de domination capitaliste de l'univers Cyberpunk 2077. Une des autres particularités de Cyberpunk 2077, c'est également la présence de Johnny Silverhand au sein de V, qui est du coup ce terroriste anticorruption gouvernementale et anticorporation. J'en veux notamment pour preuve cette réflexion. J'ai vu les corporations dépouiller les agriculteurs de leur eau et finalement de la terre. Je les ai vus transformer Night City en une machine alimentée par les rêves brisés et les poches vides des gens. V. J'ai déclaré la guerre non pas parce que le capitalisme est une épine dans mon pied, ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette guerre est une guerre contre un système qui a échappé à notre contrôle. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le jeu semble être critique d'un capitalisme, mais d'un capitalisme particulier qui est celui des mégacorporations. Et donc en fait, de la fin du droit de la liberté à la concurrence par le fait que ce droit soit garanti par l'empêchement de l'avènement de mégacorporations. Mais le personnage de Johnny Silverhand est trouble également parce que il a notamment bombardé, il a fait exploser l'une des tours d'Arasaka dans le jeu en 2020, mais la bombe lui a été fournie par Militech, une entreprise rivale de Arasaka. Donc, on peut pas être sûr que Johnny Silverhand ne poursuit pas juste une vendetta personnelle contre une mégacorporation, plutôt qu'être opposé à l'ensemble des mégacorporations dans cette société. Après, Maintenant, il faudrait aller dans la conclusion. voilà, justement. Donc je vais sauter quelques réflexions. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que V est un capitaliste individualiste, mais cela lui permet d'avoir une forme d'agentivité particulière qui permet au joueur d'être libre de ses choix, même s'il est pris dans une domination par les mégacorporations. Mais son statut particulier lui permet de résister contre les logiques et donc, les différentes fins de Cyberpunk 2077 permettent aux joueurs de faire confiance aux corporations ou non, ou de chercher des modèles de société alternatifs. Donc, tout d'abord, il y a le suicide, donc le refus total de la société. Après, il peut faire confiance à la société Arasaka, mais en fait, il va devenir leur propriété et son sort va dépendre d'eux. Il peut également, dans Phantom Liberty, confier son existence au NUSA et donc à Minitech, ce qui va lui permettre de vivre, mais il n'aura plus aucun des pouvoirs particuliers qui lui permettaient d'agir dans la société. Donc en fait, il disparaît dans la foule et devient un personnage non joueur, donc une certaine mort de l'agentivité du personnage joueur.
Il y a également la fin où il confie son corps à Johnny Silverhand, mais celui-ci du coup rompra toutes les relations amicales que V avait avec des individus. Et après, il y a soit la fin Sun, donc qui est une fin à la Icar, où le personnage va mourir mais cherche à faire un dernier grand coup d'éclat pour du coup s'opposer une dernière fois aux méga corporations avant de disparaître, ou la fin The Star, où il va chercher à disparaître, où il va partir de Night City avec les Aldecaldos, qui est un corps intermédiaire nomade, donc une tribu nomade, il rencontre le jeu s'il a fait suffisamment de quêtes avec eux. Donc pour conclure, je trouvais que Cyberpunk 2077 était un jeu particulièrement intéressant à présenter dans le cadre de ce colloque, parce qu'en fait, on peut- il y a il y a des frictions entre certains éléments du jeu qui sont capitalistes, d'autres qui sont anticapitalistes et d'autres qui sont anticorporatistes, et que le tout fait une sorte de dialogue assez nuancé et dont le joueur, en fonction de ses choix, n'aura pas forcément le même ressenti. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre une question pour terminer cette matinée. Éventuellement, moi j'en aurais une ou un commentaire. Je ne sais pas si tu voudras réagir. C'est une question dans le chat. Ok. C'était sur la question des corps intermédiaires, notamment le cas de Mox, je crois, que tu mentionnais, l'autogestion, l'autodéfense des prostituées, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, votre la question en quoi ça serait, ça serait un corps intermédiaire, en sachant que c'est un groupe d'autodéfense, de résistance, alors qu'il nous semblerait que les corps intermédiaires sont justement des moteurs de rouage de surveillance des corps au sein d'un système donné. Et donc voilà, en étant un groupe de résistance et d'opprimés, je n'ai pas joué à Cyberpunk. Moi, je ne sais pas en quelle mesure le groupe de résistance est. Voilà. Mais en quoi, justement, ça serait un corps intermédiaire, alors qu'il me semblerait que ça se placerait plus dans la résistance au système. En fait, un corps intermédiaire, c'est toujours un dialogue entre les individus et l'État. Et donc, par conséquent, il peut être plus ou moins allié à l'État ou avec une certaine catégorie d'individus. Mais en fait, un corps intermédiaire, c'est tout groupe d'individus qui défend un intérêt commun. Et donc, c'est pour ça qu'on peut définir les MOX comme un corps intermédiaire. Mais ce qui est également intéressant dans les corps intermédiaires, c'est que au sein d'eux, ils ont leur propre hiérarchie qui crée des tensions en interne. Et donc, par exemple, chez les MOX, on peut voir dans le jeu des oppositions de vision entre Judy et sa chef, par exemple. Et donc, ainsi, on peut voir également que les corps intermédiaires, par leur défense d'un intérêt commun, produisent également la répression de certains intérêts individuels qui ne peuvent s'exprimer de la même manière dans le corps intermédiaire. Mais en même temps, le corps intermédiaire peut être également le moyen de défense. Donc c'est des relations très complexes et dont en fait aujourd'hui, notamment en historiographie, il y a certaines personnes qui cherchent à étudier ces rapports complexes au sein de corps intermédiaires.